Salut Stéphane, Salut, salut. comment tu vas? Bah très très bien, grand plaisir d'être ici. Bah merci, plaisir partagé de te recevoir. T'as trouvé facilement alors? C'est Ouais, pas exactement. trop Bah, la galère d'arriver ouais, jusqu'ici. il faut monter un petit peu dans les hauts de la. Ouais, on essaie d'être caché quoi. On est Tu vois caché comment on dans les commence à devenir Hauts-de-Lausanne. très célèbre, donc on doit voilà, garder une certaine part Caché dans les bois. d'intimité, ouais, ouais. Stéphane, je sais même pas comment te présenter en fait, parce que tu fais tellement de trucs. Donc, t'es le fondateur de Design Sprint, et t'es aussi le fondateur de la conférence iToday Oui. et de Genius Locky plus Voilà, récemment. tout nouveau, ouais. Ouais. C'est juste comme présentation. C'est comment tu te définis? Non, je pense que dans l'ordre c'est juste. Je me définis comme, je suis un designer. Je pense que c'est la meilleure définition, par maintenant entrepreneur, un peu par la force des choses, parce qu'il faut bien vendre ce qu'on fait. Mais oui, designer, UX designer, donc expérience designer. Et puis du coup, il y a un peu tout qui s'enchaîne. C'est des projets comme ça qui naissent. On pourra en parler peut-être. C'est que cette succession de projets, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent comme ça à ce moment-là? Il y a une certaine temporalité, une certaine logique, même si ça n'a pas l'air peut-être, mais on a une logique de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et voilà, et je pense... on est libre, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut et on peut choisir où est-ce qu'on va. Je crois que ça c'est un truc bien à définir. UX design. Ouais. C'est un terme qui est, je crois, pas tout à fait compris. Est-ce que Ouais. tu peux définir ce que c'est le UX design? Alors, le UX designer, donc en anglais c'est User Experience Designer, et puis c'est un peu cette personne qui va garantir l'expérience ça vient du digital hein, au départ, donc ça peut être d'un site web ou d'une application mobile, etc. Mais c'est au sens beaucoup plus large. Ça peut être une expérience, par exemple chez Walt Disney, tu rentres dans un manège, ben, y aura des UX designers qui vont créer l'expérience du manège. Donc ça peut complètement sortir du digital. Puis en fait, on représente, je dirais, l'utilisateur ou le client, et on fait tout pour que ça soit le plus fluide possible. Donc ça va toucher les aspects visuels, bien sûr, de l'interface ou des différents points de contact. Ça va être aussi discuter avec les développeurs et la tech pour rendre le truc fluide, pour éviter qu'il y ait trop de clics, pour rendre le truc vraiment simple d'utilisation. Et puis voilà, puis ça implique d'être beaucoup avec les clients finaux ou les utilisateurs pour beaucoup discuter avec eux, tester des choses. Je crois que c'est très très important et c'est au cœur de ce qu'on fait. Donc de passer du temps avec eux pour comprendre comment ils utilisent les produits, comment on peut les rendre meilleurs. Et puis voilà, et c'est ce processus d'amélioration continue du produit. Donc je dirais le UX designer n'a pas besoin forcément d'être un très bon graphic designer, même si on l'est, je pense, devenu avec le temps. Mais voilà, on garantit l'expérience. Et ça nous amène je pense, au design sprint. Tu peux nous expliquer ce que c'est un design sprint? Complètement. Alors, Est-ce que vous faites chez Design Sprint? Exactement. Alors, déjà, on s'appelle Design Sprint SA, Design Sprint LTD. Donc, on a pris ce nom parce qu'on fait du Design Sprint. Donc, ce qui est assez parlant. Le Design Sprint, moi, je l'ai découvert en 2015. Ça fait en gros une vingtaine d'années que je design des trucs. Voilà. J'ai travaillé une dizaine d'années en agence, plutôt du côté web design, etc., ou même un peu de front-end, un peu de code, etc. Et je découvre, il y a maintenant 8 ans, 7 ou 8 ans, le Design Sprint, donc c'est en 2015. Et le Design Sprint, c'est la méthodologie d'innovation un peu cachée de chez Google Venture. Il y a un livre... Un peu caché, assez peu caché. Alors, maintenant plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Donc là, il y a ce livre hein, qui existe. Voilà, vous voyez, vous trouvez sur Amazon, qui est excellent. Google imagine ce Design Sprint, ce bootcamp d'innovation dès 2011. Et ils le font de manière un peu secrète, cachée, avec leur propre start-up de Google Venture. Donc je parle de Slack, de Uber, de start-up de l'écosystème Google Venture. Et il y a ce mec, Jake Knapp, qui est designer chez Google Venture, qui imagine un peu une recette magique d'innovation qui dure 5 jours. Et ils le font en 2011. Et en 2015, Jake travaille sur un livre et moi je découvre le sprint à ce moment-là, donc un peu avant que le livre sorte. Et ce livre sort en 2016 et devient presque instantanément un best-seller dans le domaine de l'user experience design. C'est devenu un New York Times best-seller. Et du coup, ça a été une révolution dans l'UX. Puis moi, j'ai eu la chance de découvrir ça super vite. Je crois que j'étais le premier en Europe à le faire commercialement. J'ai eu ces contacts avec Jake très tôt aussi, qui m'a donné le droit de le faire et qui m'a un peu mentoré là-dessus. Puis du coup, nous, ça fait 7 ans qu'on fait du design sprint de manière répétée. Donc ça, c'est un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un workshop d'innovation qui dure 5 jours où on part d'un problème généralement. Donc, problème, ça peut être résoudre un point critique de l'entreprise, voilà, mais ça peut aussi être explorer une nouvelle opportunité business. Je ne sais pas, il y a un business qui fait du retail, etc. Puis d'un coup, ils veulent digitaliser ce qu'ils font. On pourrait faire un design sprint de 5 jours sur ce problème-là. Et en fait, tu réunis ton équipe, donc un peu ta core team de 6-7 personnes, tu t'enfermes dans une salle pendant 5 jours. Moi, je suis là pour guider l'équipe, pour faciliter en fait ce processus. Puis on a plein de problèmes, plein d'idées, quelque chose de très flou, on prend des décisions de qu'est-ce qu'on veut faire, on crée un prototype rapide, hyper vite, donc on a en gros 1 jour pour le faire, mais on va très très vite, ça on le fait le jeudi, et le vendredi on fait déjà venir des vrais clients ou utilisateurs qui découvrent le futur produit et qui réagissent à ça. Donc en fait c'est un processus que tu pourrais faire sur plusieurs mois, en mode design thinking ou comme ça, rassemblé en 5 jours, c'est vraiment un bootcamp d'innovation. Ouais. Et le but, c'est de designer un prototype, non pas un produit fini, à l'évidence. Exactement. Je pense qu'il y a une vraie honnêteté par rapport à ça, c'est que le produit magique et fini, ça va prendre du temps pour arriver au produit parfait. Et puis, ce que font beaucoup d'entreprises un peu old school, c'est qu'ils développent pendant 4 ans leur produit, etc. Ils le montrent à personne, puis ils sortent, puis ça fait parce que finalement, ça répond pas du tout aux attentes des gens et c'est sorti beaucoup trop tard. Alors nous, le truc, c'est montrer le plus tôt possible un prototype, quelque chose d'imparfait mais qui va dans la direction, et puis pour apprendre au maximum des futurs clients, des utilisateurs qui nous diront quoi modifier, et puis tu gagnes des mois, voire des années de travail. Et ça permet aussi de dérisquer. Une entreprise qui partirait sur un business model un peu risqué, ils ne sont pas sûrs est-ce qu'il faut y aller ou pas, ils peuvent tester très vite, se projeter dans le futur, à 2-3 ans dans le futur, et voir si ça va marcher. C'est ça, je pense, je fais un peu écho à David Nard, qui était votre dernier invité. Il disait, à l'époque, tu lançais une entreprise avec un gros business plan, tu construisais ton produit de manière un peu patiente, un peu à la Suisse. Et maintenant, c'est plus comme ça. Tu dois lancer très vite un prototype, un MVP, quelque chose de pas fini, mais que tu peux mettre dans les mains des utilisateurs. Et après, plus personne va investir dans un produit sur une idée. Ils veulent voir un proto. Nous, on aide vraiment à passer d'une idée à un proto. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi l'autre risque quand tu passes 4 ans à développer ton truc dans ton coin, c'est que tu tombes amoureux de ta propre idée. Là, c'est plus facile de la tuer si c'est le produit d'une semaine de travail. Exactement, parce que tu as vu à quelle vitesse tu l'as fait, puis déjà, tu es hyper fier quand même. Tu arrives le jeudi, tu as un proto, tu es là, yes, on n'avait rien lundi, jeudi, on a un truc, on peut montrer, on trouve toujours génial ce qu'on fait. Mais par contre, tu te prends une telle baffe le vendredi quand tu montres, et les testeurs sont tellement honnêtes, et eux, ils se projettent, ils disent, et les testeurs, ils ont toujours raison, en fait. Dans le sens où ils disent des trucs, mais bien sûr, mais on ne l'avait pas vu, etc. Donc, tu te prends des claques. Moi, ça fait 7 ans que je me prends claque sur claque sur claque. Mais tu apprends beaucoup en tant que designer. Tu designes juste des meilleurs trucs. Mais surtout, ils t'amènent tellement d'idées. Ça, c'est un truc que j'ai appris, je pense, qui est très important. C'est que tu ne peux pas demander aux gens ce qu'ils aimeraient. C'est-à-dire, de manière abstraite, qu'est-ce que vous aimeriez comme produit. Les gens... c'était la vieille phrase d'Henry Ford. Enfin, on ne sait pas si c'est lui qui a dit ça, mais voilà, comment ça va? Si tu demandes aux gens, s'il avait demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. Et puis lui, il a fait l'automobile. Voilà, c'est un peu ça. Donc, si tu demandes aux gens ce qu'ils veulent, ils vont jamais être précis sur qu'est-ce qu'ils veulent. Par contre, quand tu leur montres un prototype, tu leur montres quelque chose de déjà fait, et tu leur demandes de réagir, là, ils sont hyper pointus, hyper précis, et ils te donnent des super idées, quoi. Mais du coup, donc en 5 jours, tu pars d'un problème, tu arrives avec un prototype, et tu te prends une claque. Ouais. Une claque ou des validations. Ouais. Ça peut aussi être, tu sais qu'il faut y aller, tu sais qu'il faut investir et construire. Ouais. Mais après, on fait quoi? On fait un autre sprint pour aller plus loin, ou comment ça fonctionne après? Alors après, ça va être tellement contextuel, ça va tellement dépendre des équipes. Nous, on a vraiment ce rôle de, je sais pas comment on appelle ça, de Kickstarter ou de Igniter du projet. Tu vois, on va être là, on va lancer ce projet, on va le mettre sur orbite. Et puis après, il y a le projet un peu au long cours. Alors moi, ma mission, c'est de trouver là où les bonnes personnes dans l'équipe qui vont porter ce projet, qui vont être les bonnes personnes pour le faire vivre. Puis après, il y a un parcours un peu
plus ou moins facile dans les entreprises pour accéder à du financement, pour continuer à construire le produit, à monter une équipe, à trouver des ressources à l'interne. Alors certaines entreprises sont déjà très bien structurées pour ça, ils ont déjà des budgets d'innovation, des équipes qui sont prêtes et tout ça. Certaines, ils doivent galérer pendant quelques mois pour obtenir les bons budgets pour aller construire derrière. Donc nous, mais par contre, on est vraiment des facilitateurs déjà pour, entre guillemets, garantir que l'idée qu'ils avaient, elle est bonne ou elle est mauvaise, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper très vite le projet, ou au contraire, ils ont quelque chose de très concret à montrer pour obtenir ces budgets. Parce que c'est ça, si tu vas chercher des budgets chez ton patron avec une bonne idée, mais c'est 4 bullet points sur PowerPoint, dire faut investir un demi-million là-dedans, ils vont dire ouais, t'es gentil, mais tu reviens avec des certitudes. Là, tu viens avec un prototype très tangible que tu peux montrer, que tu peux tester, que tu peux démontrer, et déjà des vidéos des futurs clients qui te disent nous, on mettrait de l'argent pour ça, ou ça on trouve génial, ça on n'aime pas, etc. Et tu viens avec des certitudes. Et ça rend le truc beaucoup plus actionnable par la suite. Ouais. Là, tu parles dans le cadre d'un design sprint de présenter un prototype, de le concevoir en un jour finalement, de sortir en un jour. Alors, on le sort en un jour parce qu'on a passé 3 jours avec. C'est Voilà. ça qui est important. C'est qu'on, oui, on est des bons designers et on va vite. Mais tu peux donner un brief au meilleur designer du monde et lui dire construis-moi un truc en un jour, il va se planter, il va rien faire de bien. Et nous, on a besoin, en fait, on a la connaissance du design, mais on n'a pas la connaissance métier, tu vois. Et en fait, c'est tout le but du design sprint, c'est les 3 premiers jours, c'est ce workshop d'alignement stratégique, de rassembler les bonnes expertises. Puis c'est parce qu'on a les bonnes personnes avec nous dans la pièce, tu vois. C'est pas qu'on s'envoie des emails et qu'on attend une réponse, c'est que là, ils sont physiquement là. Tu poses la question à la meilleure personne des fois au monde qui peut donner la réponse immédiate. Puis le prototype, on le co-crée. Donc on utilise des outils comme Figma, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel de design écran, etc. Et ce qui est génial, c'est que tu peux designer à plusieurs. Tu peux être 6-7 sur le même fichier. Et donc si nous, on fait la partie visuelle, l'interaction, les boutons, peut-être qu'il y a, je sais pas, un spécialiste, je sais pas, un spécialiste de... J'ai un sprint la semaine prochaine dédié à l'énergie, par exemple. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'énergie, mais je peux avoir un spécialiste de l'énergie qui va mettre les bons chiffres, qui va faire en sorte que les datas du dashboard soient justes. Et quand tu mets ça ensemble, tu fais en un jour un prototype exceptionnel. Mais là, en fait, la question que je voulais te poser, c'est que manifestement, ce processus, il est applicable au digital. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines, par exemple à l'automobile, est-ce qu'en 4 jours, on peut arriver à présenter un prototype? Là, tu as parlé de l'énergie, donc ça répond déjà partiellement à ma question, mais pour quelque chose, pour des biens un peu plus, des biens physiques, par exemple. Alors, le design sprint a commencé chez Google Venture, et puis ils investissaient principalement dans des entreprises digitales. Et toutes ces méthodos du UX, etc., viennent du digital. Parce que c'est juste un domaine qui est en pointe, qui va plus vite, et je pense que les meilleurs innovateurs au monde sont plus ou moins dans le digital. Après, voilà, il y aura des exceptions, bien sûr, mais ça vient de là. Par contre, on s'est rendu compte, presque à l'usage, c'est pas juste nous, ça qui est intéressant, c'est que ce format du design sprint, il est fait dans le monde entier, donc on est en réseau avec des designers du monde entier qui le font. On s'est tous rendu compte qu'en fait, ce truc-là, il marche pour des problématiques qui n'ont rien à voir avec du digital. Donc nous, on a fait des sprints, par exemple, pour la sécurité d'une usine de produits chimiques. On a fait un sprint pour imaginer les processus de sécurité, les systèmes d'alerte et des choses comme ça. On a fait des design sprints pour de la cosmétique, on a fait des design sprints pour de l'organisation stratégique de départements dans les RH. Donc en fait, c'est super, super large ce que tu peux faire avec ce format de 5 jours. Après, le vrai enjeu, c'est comment tu prototypes typiquement quelque chose de physique. C'est ce que j'allais demander, ouais. C'est ça. Alors, nous, généralement, on va utiliser des outils digitaux pour prototyper des choses physiques. Donc en fait, on va par exemple prototyper des pages d'accueil de sites web ou des landing pages qui vont vendre le produit. Tu vois Et en fait, on ne va pas vraiment construire la future voiture, on ne va pas la fabriquer en un jour, ça n'a pas de sens. Mais on peut imaginer faire un photomontage, une 3D, tu vois des choses comme ça qui vont être mises en page sur une landing page. Là. Imagine, tu vends la nouvelle future Tesla, on va faire la future page de vente de Tesla avec l'argumentaire marketing en fait, tu vois, les bons call to actions, les bons titres, etc. Et généralement, c'est bien assez pour apprendre. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir le produit fini pour déjà essayer de le vendre, en tout cas le présenter aux testeurs qui vont dire ça, moi j'achète, ça pas. Et c'est ça, je dirais, la magie du sprint.
Je travaillais par exemple avec Climeworks, qui est une start-up zurichoise qui font des machines pour aspirer le CO2 dans l'atmosphère. On n'a pas construit leur nouvelle machine dans un sprint, mais on a construit les landing pages, la conceptualisation voilà, du concept, de la stratégie, etc., qui allait être présentée et comment ils allaient le vendre. Okay. Et j'allais demander justement si tu as des exemples de sprints que vous avez fait ou de produits qui sont sortis de sprint. Je pense, en fait, le premier exemple auquel je pense, qui a assez d'actualité, c'est You, par exemple, l'application You qui qui a été lancée il y a 1 an à peu près par Swissquote et PostFinance. Puis ça, c'est un produit qui a été lancé grâce à un design sprint. Alors, tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est You ? Alors, You, en fait, c'est une application de banque, de néobanque et de trading, mais dédiée à un public cible très jeune, jeune. Ça va être une sorte de Revolut ou N26 suisse, avec toutes les garanties qu'amène l'avantage d'avoir une banque suisse derrière, donc ça adossé à Swissquote et à PostFinance, mais une interface qui se veut très simple et aussi une philosophie qui se veut très... c'est un peu dédramatiser le trading, rendre ça accessible, en guillemets facile, pour des débutants, pour des gens qui commencent. Ouais. C'est vraiment ça l'axe de ce produit. C'est un produit très novateur pour la Suisse, très courageux, pour plein de raisons que je pourrais peut-être décrire. Et ça, c'est typiquement ce genre de produit, ils ne naissent pas sans avoir ce genre de workshop, genre des design sprints. Parce qu'au final, tu te retrouves qu'à améliorer des produits existants si tu travailles de manière traditionnelle, mais là, c'est radicalement un nouveau produit, un nouveau segment de clients. Et c'est parce qu'on avait les bonnes personnes dans la salle avec nous qu'on a pu lancer ça aussi vite. Mais c'est un nouveau produit en Suisse. Mais tu disais, c'est le Revolut, le N26 suisse. Ouais. Est-ce que du coup, là, quelle est l'unicité de You ? Parce que sinon, on aurait pu se dire, oui, on a vu que Revolut avait du succès, il fallait faire une copie de Revolut. Ouais, mais en fait, ça va au-delà de ça. Dans le sens où je crois que c'était... Je ne suis pas dans les grandes décisions, bien sûr, à Swissquote, mais Revolut était vu comme une compétition, comme une menace, finalement. Et puis, ils se disaient, comment on réagit à cette menace ? Alors, c'est soit tu fais des partenariats avec eux, etc., t'essayes, ou soit tu fais un produit. Mais tu lances un produit, comment tu le lances ? Tu ne peux pas juste, si Revolut sont déjà tellement célèbres, etc., dans le monde, tu ne peux pas juste copier Revolut et puis espérer avoir un succès. Parce que tu n'y arrives pas au final. Tu n'es qu'une pâle copie de quelque chose qui a déjà été lancé et qui a déjà du succès. Donc en fait, l'enjeu, c'était comment on peut capitaliser sur Swissquote, leur écosystème, leurs avantages, etc., la Swissness aussi, mais amener une nouvelle expérience, un nouveau produit. Et puis, il y avait vraiment ce côté, je pense que la force de Swissquote, c'est en fait le trading. Puis finalement, Revolut font du trading, mais c'est quelque chose d'un peu annexe. Alors que You, c'est vraiment central dans You. Puis je pense qu'une idée courageuse, c'est de se dire, ça c'est vraiment né pendant le sprint, c'est de se dire, Swissquote, tu peux tout trader à peu près. Peut tout acheter, etc. Mais You, ça se veut comme un environnement sécurisant pour des nouveaux traders. Donc en fait, il y a eu cette décision radicale de dire, même si potentiellement on pourrait laisser les gens tout trader, non, ils vont pouvoir trader que, je ne sais pas, sans actions, etc. Nike, Apple, Google, Tesla, des marques connues, en fait, des jeunes, etc., en qui ils ont confiance. Et du coup, ça dédramatise le trading parce que ça permet aux jeunes d'acheter ce qu'ils connaissent, tu vois, en toute connaissance de cause, sur les risques, etc. Mais finalement, quand tu achètes une action Apple, tu connais l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose c'est un acte assez radical de dire, on pourrait faire plus, on pourrait donner accès à tout, mais on limite exprès. Et ça, c'est des trucs qui naissent que dans les sprints, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue éthique, parce que c'est vrai qu'on sait que les retail traders, d'une manière générale, perdent quand même beaucoup d'argent. Et puis c'est vrai qu'on crée un environnement un petit peu plus sécurisé pour les personnes qui en font leur premier pas dans ce domaine-là. Effectivement, ça permet de commencer sans se péter la gueule, en fait, finalement, et d'apprendre via l'app. Et après, les risques inhérents au trading, il reste là. Hein. Actuellement, c'est une crise économique, etc. Le Nasdaq, il se plante. Bien sûr, tu vas perdre, mais tu perds. Je dirais, en même temps, tu sais exactement ce que tu as acheté. Et puis, je pense que c'est vraiment ça. Et moi, j'aime bien ces produits courageux. Je trouve que c'est tellement important. Mais il y a un parti pris, en tout cas. Voilà, avec un parti pris très clair.
Et du coup, je me demandais, parce que tu as dit au début plutôt que le design sprint, finalement, c'est résoudre un problème. Ouais. Et là, donc Swissquote, ils n'ont pas abordé ça en se disant on veut créer l'app concurrente, on veut résoudre le problème qui se présente à nous via l'existence de Revolut, etc. C'est plus comme ça qu'ils ont approché la chose. Et en fait, ça débouche sur une app, mais c'est finalement une finalité qui n'est pas forcément envisagée d'entrée. Ouais. C'est excellent ce que tu dis, parce que je pense que c'est ça la beauté du sprint. C'est que tu commences le lundi avec une grande question finalement, hein, une envie de faire quelque chose ou de résoudre un problème. Puis en fait, c'est au fur et à mesure de la semaine que tu découvres qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, et nous, on vient de manière complètement agnostique au départ. Moi, je sais pas, je dis si on va prototyper une app mobile, un site web, si on va faire un truc physique. On est complètement ouvert et on est libre. Et on le découvre avec l'équipe de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la solution. Et au final, on apprend le jeudi. On décide jeudi qu'est-ce qu'on prototype. Des fois, on fait même plusieurs prototypes différents. Tu sais, si on n'est pas sûr, on va peut-être prendre 2 idées, on va faire 2 protos en compétition, et c'est vendredi qu'on aura une vraie décision sur qu'est-ce que ça doit être. Donc, il y a une vraie flexibilité. Et puis, moi, je suis pas là pour venir vendre une solution ou dire faut partir sur cet outil. Finalement, l'outil, c'est accessoire. C'est résoudre un problème. Ouais. C'est quoi le genre de questions auxquelles on peut résoudre avec un design sprint? Et est-ce qu'il y a des questions, c'est quoi le genre de questions auxquelles on ne peut pas répondre avec un design sprint? Ouais, je pense que c'est plutôt ça la question. Alors, il y a certaines questions, des fois où la réponse elle est presque dans la question. C'est comment pourrions-nous améliorer la homepage de notre app mobile en ajoutant cette information. Finalement, tu es là, en fait, vous avez donné la réponse dans la question. En fait, le truc, il est tellement précis que juste faites-le, quoi. Du coup, le design sprint, il dure un jour ou une matinée, quoi. Non, alors, justement, moi, dans les calls, pour préparer les design sprints, j'écarte pas mal de trucs. Je dis, faites pas ça. Enfin, on peut vous la designer, la homepage, si vous voulez, mais ne faites pas un sprint. Donc ça, d'une part, les choses trop précises, nous, on rassemble jamais des personnes pendant 5 jours pour ça. Et puis, à l'autre spectre, c'est comment repenser la ville du futur, ou des trucs qui partent en l'air comme ça. On voit des fois ça dans les hackathons. Ça, on prend pas non plus dans les sprints. Donc, ça doit être bien framé. Ça doit être une vraie question complexe. En fait, toute question où je me dis, là, une personne intelligente, tu la mets dans son bureau pendant une semaine, il va plancher dessus, il trouve une réponse, on ne prend pas pour les sprints. Et en fait, c'est souvent des questions où il n'y a pas un juste info, tu vois, où tu dois réunir les bonnes personnes. Et puis, c'est des fois des questions émotionnelles. Comment les gens... comment faire pour qu'un public plus jeune réagisse à ce produit, comment créer plus d'interactions, comment augmenter les ventes, mais d'une façon, d'une façon qui soit sustainable pour l'environnement. Des questions où il n'y a pas un juste info, et puis finalement c'est l'expertise combinée des personnes autour de la table qui vont faire qu'on trouve la solution, puis qu'une personne seule pourra jamais la trouver. Et en fait, il y en a plein des problématiques comme ça. Et le process justement permet aussi, j'imagine, de faciliter cette communication en interne, la naissance de synergie entre des personnes qui travaillent ensemble, mais à l'impression peut-être de travailler ensemble parce qu'ils coexistent dans le même espace, mais au final, ils capitalisent pas vraiment peut-être sur ces différentes ressources qui peuvent être mises en commun. À fond. Je suis toujours étonné, parce que ce qu'il faut que j'explique, ça fait 7 ans que je fais ça, puis je passe chaque fois une semaine dans l'entreprise, puis après je repars. Donc en 7 ans, j'ai peut-être fait des sprints dans 80 entreprises différentes. De toute taille, des startups, mais aussi des grands groupes, etc. Et tu vois je vois sprint après sprint après sprint, des gens qui travaillent pour la même entreprise, etc. Même des fois au même niveau, ils partagent la machine à café, mais ils ne se connaissent pas. Donc en fait, c'est en fait siloté. Tu as le département de la technique, du marketing, du business, etc. Et en fait, ils se connaissent pas, ils échangent pas, etc. Et nous, c'est ce qu'on crée. On crée cette time box de 5 jours où les gens, ils sont là all-in pendant ces 5 jours. C'est leur travail de faire ça. Et ils se rencontrent. Et c'est juste incroyable parce qu'il y a ce que tu fais pendant le sprint, de travailler ensemble, etc. Mais ça va bien au-delà de ça parce qu'au final, tu crées une équipe de gens qui se connaissent, qui se respectent, qui s'apprécient. Et puis c'est comme ça que tu crées des bons produits, des bons services. C'est quand tu as des gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble, quoi. Qui participe à un sprint? C'est typiquement une équipe qui travaille déjà ensemble ou comment ça fonctionne? Alors, généralement, on part toujours du challenge de départ. Donc, dans le cas de You, c'était comment pourrait-on créer un produit. Ils n'avaient même pas dit une app, ils avaient dit un produit destiné aux millennials, donc cette génération
je sais pas, vingtenaires, trentenaires. Mhm. Donc c'était ça la grande question. Puis ils se sont dit, qui sont les bonnes personnes pour participer à ça, pour répondre à ce challenge. Donc tu pars toujours du challenge et là tu montes ton équipe. Donc là, bon, c'est assez exceptionnel, mais dans le cas de Swissquote, on a eu dans la pièce le CEO, le CTO et le CMO qui étaient dans la salle avec nous. Ça c'est rare, hein, surtout dans une banque, mais c'est important d'avoir des gens du C-level, etc., qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces sprints, parce que ça leur donne un certain poids déjà. Donc oui, des top managers, il en faut, de toute façon. Mais après, il faut aussi des gens qui représentent les différents domaines, marketing, technique, etc. Donc on va trouver des gens représentatifs qui ont un point de vue différent, qui se complètent. Puis après, moi j'aime bien aussi des gens qui ont un certain niveau de seniorité différent. Dans le sens où, pour ce sprint très précis, vu que le client c'était des millennials, on a eu aussi des gens beaucoup plus jeunes dans l'équipe. Et puis du coup, ils amenaient leur point de vue. C'est ça qui était génial. Donc, tu parles le CEO d'une entreprise qui travaille dans un design sprint avec un stagiaire ou une stagiaire qui vient d'arriver, qui a peut-être un regard extérieur. Et puis, il n'y a pas un a priori sur mais les idées du CEO sont meilleures que le stagiaire. Non, tout le monde est à égalité. Tout le monde va amener des idées, tout le monde va les esquisser de la même manière. Moi, je facilite ce processus, c'est fait de manière très, très neutre. Il y a même une notion d'anonymat, donc tu ne sais pas qui amène l'idée, en fait, au départ. Tu découvres l'idée sans savoir qui l'amène. Et voilà, il y a un vrai respect mutuel. Et je pense que c'est un ascenseur social de fou quand tu es stagiaire de travailler 5 jours avec ton CEO. Mais aussi pour le CEO, c'est accepter d'être humble, aussi de savoir que tu ne sais pas tout, parce que les CEO, ils ne parlent pas au quotidien avec les clients. Puis typiquement, j'ai travaillé avec une chaîne d'hôtels, il y avait une réceptionniste qui était là. Alors elle n'est pas très haut dans la hiérarchie, mais elle parle toute la journée avec des clients. Donc c'est des gens hyper précieux à avoir sur un sprint. Ouais. Et tu as eu donc ça fait 7 ans que tu fais ça. Ouais. Tu as eu des déconvenus, des sprints qui ont pas fonctionné comme tu aurais voulu? Franchement, très peu pendant le sprint, mais aussi parce que j'ai appris assez tôt à éviter les situations. Enfin, j'évite de me mettre dans ces situations-là. Dans le sens où on choisit bien déjà nos clients et les sprint challenge. Je m'assure déjà qu'on ait quelque chose qui fasse sens, qu'il y a un vrai problème de départ. Puis après, au tout début, on me challengeait beaucoup sur la durée du sprint. Parce qu'on demande vraiment que les gens ils soient all-in, c'est-à-dire c'est leur métier pendant 5 jours d'être avec nous dans cette pièce, c'est pas qu'ils font 15 trucs en même temps. Et puis au début on me challengeait, on fait ouais mais tu pourrais pas le faire en 2 jours. Puis non, etc. Puis après ouais mais en 3 jours, en 4 jours. Puis au départ je faisais un peu des compromis parce que je voulais avoir le gig quoi, au final. Donc, puis tu dis oui, puis on est intelligent, on va trouver le moyen de couper, etc. Puis au départ je coupais des fois une journée, etc. Mais en fait c'est tellement dense, ces 5 jours il y a tellement de choses à faire et on veut prototyper, on veut tester, que si tu veux le faire et le faire bien, je me suis rendu compte qu'il faut suivre cette recette, il faut suivre ce format. Donc je pense que les quelques mauvaises expériences que j'ai eues, c'était lié au fait qu'on n'a pas respecté le format, on a voulu enlever des jours, puis qu'en fait le client, il n'était pas all-in, tu vois. C'est que le fait même de dire est-ce qu'on peut le faire en 2 jours, c'est juste que ce projet n'était pas assez important au final, tu vois. Donc ça c'était plutôt au tout départ quand je faisais un peu des compromis sur la recette, puis une fois que j'ai compris que non, ce qu'il y a dans ce bouquin marche et que après aussi plus j'en faisais plus j'étais confortable avec la recette, j'ai su qu'en respectant ça on arrive de toute façon quelque part. Après tu fais le proto, tu fais les tests, etc. Donc le sprint je le garantis sur la qualité et puis ce qu'on en sort. Après il y a des fois l'après sprint, puis des fois je suis des fois un peu triste de la situation que tu as découvert le produit parfait, tu sais ce qu'il faut faire, toi tu sais quoi faire, puis l'équipe aussi, puis ils sont convaincus, puis il y a l'énergie et tout ça. Puis après, tu vois, la manière dont ils sont structurés à l'interne, ils doivent attendre 1 an avant d'avoir le budget, puis voilà, puis l'énergie elle retombe, et puis le truc se fait pas, tu vois. Donc ça, je dirais, c'est pas lié au sprint, mais c'est lié au processus d'innovation de la boîte qui malheureusement n'était pas assez mature pour tu vois, exécuter derrière. Ça arrive malheureusement parfois, mais ça, tu vois, tu peux rien malheureusement, tu vois. Tu peux pas changer toute l'entreprise en 5 jours. Est-ce que tu as modifié un petit peu cette recette à ta propre sauce avec l'expérience ou pour toi tout est là-dedans et il n'y a pas de raison de dévier parce que la recette est déjà parfaite pour ainsi dire? C'est hyper intéressant ta question parce que au départ
Alors moi, je suis un très très mauvais cuisinier de base. Quand on parle de recettes, vraiment, quand on parle de cuisine, je suis nul en cuisine. Puis je suis un peu créatif aussi, donc tu vois, typiquement, si je cuisine des pâtes et puis que j'ai pas de crème, je vais mettre du lait dedans parce que c'est blanc et c'est liquide, tu vois, un peu le niveau. Ouais, voilà. J'ai le même. Voilà. Donc en fait, de base, quand j'ai pris la recette du sprint, je voyais bien l'intérêt de le faire en 5 jours, le truc, voilà, mais j'étais un peu créatif. J'étais, cet exercice, je le sens pas trop, j'ai pas envie de le faire, je vais mettre mon propre exercice, et puis tout ça. Puis en fait, avec le temps, plus j'avançais, plus je me rendais compte que quand j'essayais vraiment ce que les mecs de Google Venture faisaient, c'était toujours mieux. C'était toujours vachement mieux pensé, etc. Puis je suis devenu en fait ami avec Jake Knapp avec le temps, etc. Puis avec John aussi, le co-auteur. Et puis j'ai compris comment ils étaient arrivés à ces... Enfin, comment dire, le niveau de recherche qu'il y avait eu pour arriver à ça. Et puis au final, plus je suivais la recette, plus elle était bonne. Il y a quelques petits éléments que j'ai transformés, mais c'est plus lié au contexte suisse, que peut-être tu ne peux pas parler dans une entreprise à rôle. Tu ne peux pas leur parler la même chose qu'une start-up de la Silicon Valley. Puis tu ne peux pas faire exactement... Enfin, c'est intéressant ça, mais qu'est-ce que tu peux pas faire à rôle que tu peux faire je sais pas, il y avait au départ par exemple des notions liées juste au timing. Une journée de sprint en Californie commence à 10h et puis se termine à 17h. Tu vois. Puis ensuite, je me suis vite rendu compte qu'il fallait qu'on commence un peu plus tôt quand même, parce que les gens commencent plus tôt. Puis, voilà, c'est une sorte de casualness qu'il y a dans le sprint que tu peux pas faire partout. Mais avec le temps, maintenant, moi, je suis vraiment cool. Au départ, je venais bien sapé comme ça. Même, j'ai fait des sprints en costard au départ. Maintenant, voilà, on a notre truc. Moi, je viens en t-shirt, etc., hoodie. Et c'est devenu beaucoup plus relax. Donc, en fait, j'amène ces entreprises, ces corpos suisses à un modèle vraiment Silicon Valley, mais parce que maintenant, j'ai l'expérience, l'ancienneté qui fait qu'ils soient OK, ils signent pour ça, ils signent pour cette expérience. Mais au départ, je pouvais pas forcément le faire comme ça. Et puis, il y a l'exercice de la... Enfin, je suis un peu précis là, mais en gros du mapping du jour 1, qui est compliqué à mener tel qu'il est dans le livre, et puis ça, on l'a un peu adapté, on a amené un exercice en plus, qui du coup a été officialisé. C'est que Jake, il a vu comment nous on le faisait, il trouve ça mieux, donc quand lui, maintenant, il enseigne le sprint, il enseigne notre exercice. Tu vois, donc on a pu amener notre petit ajout aussi à la méthode. Alors ça, c'est un beau badge d'honneur à apporter quand même, parce que c'est une vraie contribution. À fond. Donc le livre n'a pas été réimprimé, donc du coup, on n'est toujours pas dans le livre. Ça va venir. S'ils font une V2, on sera dedans. Mais oui, voilà, je pense vraiment au monde, on est dans les plus expérimentés, parce que ça fait 7 ans qu'on fait ça à plein temps, quoi. Mais je pense que un commentaire qu'on pourrait avoir, c'est voilà, donc le sprint, ça existe. Le livre a été publié en 2016. Ouais. On pourrait se dire, ouais, mais on a fait des produits avant. Google a été fait avant, beaucoup d'autres produits. Est-ce que c'est vraiment unique? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Ou est-ce qu'il y avait d'autres méthodes qui nous permettaient d'arriver au même résultat? En fait, quand j'en ai parlé autour de moi, alors, comment dire, au départ, les gens ne comprenaient pas, etc. Puis, mais les gens dans la tech ont très très vite compris l'intérêt du truc. Et ils ont vite sauté sur le format, etc. Et puis, je me souviens, je l'ai présenté à ma grand-mère, qui à l'époque devait avoir 96 ans. Elle est décédée maintenant, la pauvre. Et 96 ans, je lui parle du truc, puis elle fait « Bah ouais ». Je fais « Non, mais t'as pas compris à quel point c'est innovant, Google Venture ». Puis elle fait « Bah non, mais bah ouais ». Puis elle me dit « Moi, j'étais patronne d'une entreprise dans les années 60, et puis elle avait une imprimerie, etc. Puis elle disait, on a toujours fait comme ça, en fait. Quand on avait un gros problème, on réunissait les top employés de la boîte autour de la table à cuisine, et on ne sortait pas avant d'avoir trouvé une solution. Et puis, alors, ils n'avaient pas des post-it, ils écrivaient sur des bouts de papier, enfin, je sais pas, mais ils échangeaient. Et en fait, je lui décrivais la méthode ou les exercices, puis il disait, mais en fait, on a toujours travaillé comme ça à l'époque. Et c'est vrai que je pense que ce silotage des départements, des trucs, on a créé toute une complexité dans nos entreprises modernes qui n'existait pas avant. Donc en fait, il y a beaucoup de bon sens dans le sprint. Il y a beaucoup de bon sens. Et puis, ouais, je pense qu'une entreprise qui sait bosser, naturellement, va travailler selon cette approche. Ils n'ont pas besoin de prendre le livre et suivre la recette, parce qu'elle est assez naturelle, cette approche de discuter, etc., prototyper, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas bosser, malheureusement, et qui sont over... Si je peux me permettre, ta grand-mère était quand même un petit peu plus élitiste parce qu'elle n'incluait pas les stagiaires.
Alors, c'est vrai qu'elle m'avait dit c'était les meilleurs employés. Donc, il y avait ce qualificatif. Ah, il y avait peut-être des stagiaires dans le tas, c'est possible. Peut-être, je ne sais pas exactement comment ça se passait. Mais en tout cas, c'était assez étonnant de voir à quel point ça ne l'étonnait pas du tout avec sa sagesse, finalement. Bah, c'est la preuve que c'est du bon sens au final. Ouais, Du bon sens appliqué. Voilà, c'est que c'est beaucoup du bon sens. Alors oui, ça a été créé dans l'univers de la tech, etc. Mais c'est vraiment un retour au bon sens. Après, il y a plein de choses qui font que ce truc-là fonctionne. Puis tu pourrais pas le reproduire facilement. Typiquement, le rôle du facilitateur, le timing des exercices, tout ça fait que tu peux pas juste te mettre autour d'une table et improviser un sprint. C'est vraiment. Donc l'intérêt d'avoir une personne externe finalement quand même pour opérer en médiateur en médiateur, en accélérateur. Des fois, tu vois, on va timer le temps de parole, puis tu pourrais pas le faire dans l'entreprise. Tu as le VP of Sales qui commence à parler, etc. Tu peux pas le couper normalement. Alors, moi, je peux le faire parce que je suis payé pour, c'est mon rôle. J'ai mon timer dans la main et tout ça rend le truc possible. Ouais. Mais c'est marrant, je reviens par rapport à ce que ta grand-mère disait et sur le fait que non, mais c'est. Est-ce qu'il y a un moment dans l'histoire où on a pris un mauvais tournant et du coup on s'est retrouvé dans une situation où on avait dû réinventer ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit réinventer tout le temps? Qu'est-ce qui... Je suis pas un fin connaisseur des entreprises, enfin des structures d'entreprise, mais je pense que c'est arrivé un peu avec Tyler, hein, tu sais, où ils ont commencé à faire grandir les entreprises, il y a des chaînes de production, ils ont commencé à tout décomposer finalement, parce qu'à l'époque les gens travaillaient, ils avaient des rôles beaucoup plus complets, tu vois, ils étaient artisans ou ils étaient commerçants, puis ils faisaient plein de choses, plein d'activités, puis ils étaient très proches du statut de freelancer maintenant ou de petite start-up. Et puis c'était juste naturel de travailler comme ça. Puis je pense que c'est simplement les entreprises qui ont gagné en taille, qui se sont structurées, etc. Et voilà, ils ont gagné plein d'avantages de productivité, ils ont baissé les coûts, enfin voilà. Mais au final, ça marche. Ben ça, il faut lire Rustewalder et Pinger, hein, c'est exactement ça. Ça marche quand tu es dans les opérations, dans la routine. Si tu veux exploiter un produit existant, etc., c'est très bien de faire du taylorisme, en guillemets. Mais dès que tu veux réinventer quelque chose de nouveau, sortir des sentiers battus, challenger l'existant, tu peux pas travailler comme ça, parce que tu restes dans ta routine, en fin de compte. Et puis ça, c'est pas pour rien que les startups sont juste plus agiles, plus efficaces, parce qu'ils sont juste plus complets, finalement. Mais alors, parlons de tes autres projets, parce que tu as d'autres projets, tu as d'autres startups. Tu peux nous en dire, là, on a Genius Lucky, on a une plaque ici. Exactement, alors je peux te parler de Genius Lucky. Donc en gros, c'est... Je montre à la caméra, je ne sais pas si vous voyez. On mettra une image plus grande. Vous mettrez une image plus grande, merci, c'est sympa. Donc ça, c'est en fait une vieille idée. On a eu l'idée il y a 8 ans. Et puis, c'est une de ces idées comme ça qui a stické pendant 8 ans, qui ne nous a jamais quittés. Et puis, on s'est dit, cette année, on va la faire. Donc je peux un peu expliquer. Genius Lucky, en fait, c'est un side project pour Design Sprint. C'est une startup qu'on a créée donc cette année. Et l'idée, c'est de créer des médailles pour valoriser le patrimoine local. C'est vraiment ça l'idée. Et puis c'est né il y a 8 ans parce qu'on était en balade avec ma femme et puis on s'est perdu dans la forêt vers Fribourg. On a trouvé une espèce de village en ruine. Il y avait des maisons en ruine, incroyable, une église en ruine au milieu de la forêt. J'étais là, mais on est où? C'est incroyable cet endroit. Et on zoome sur la carte, juste une forêt, il n'y avait rien. Et du coup, on cherchait un panneau d'information, on cherchait de l'info sur ce lieu. J'ai tapé dans Wikipédia, partout, rien. Puis je me suis dit, mais il y a 8 ans, pourquoi il n'y a pas une bête plaque avec un QR code? J'étais un peu dans les QR codes à l'époque, il y a 8 ans. Un QR code qui donnerait de l'information, etc. Et puis, on a un peu déliré toute la journée. On s'est dit, mais ouais, ce serait trop cool, la plaque, elle va faire cette taille, etc. Puis à la fin de la randonnée, on avait une start-up, quoi. C'était un peu ça. Et ouais, parce qu'on est designer, puis on aime ça. Et du coup... Après, on est retourné sur Terre. On s'est dit, ouais, mais les gens, ils scannent pas les QR codes, ils savent pas ce que c'est. Puis comment on fabrique ces médailles. C'était innovant, les QR codes. En fait, ça venait de sortir. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de bloqueurs parce qu'il fallait installer une app spécialement pour scanner un QR code. Et puis, il y avait une notion très marketing. Enfin, voilà. Donc, la techno, on la connaissait. Et puis, je la suivais, j'étais intéressé. Mais on a vite abandonné l'idée. On s'est dit, ça n'existe pas parce que juste, ça peut pas marcher, quoi. Et puis, en fait...
ça fait partie de cette notion de design sprint. Voilà, moi je vois des idées tout le temps, de l'innovation tout le temps, puis on a toujours plein d'idées. Et puis il y a toujours cette idée qui est restée là, on l'avait comme ça, tac, 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 elle ne nous quittait pas. Puis surtout quand on voyageait dans les villes, on allait à Paris, on allait à Londres, on allait, je sais pas, à Rome. Puis en fait, chaque deux maisons, il y a un truc incroyable à dire sur cette maison. Et puis il n'y avait rien. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais il faut juste le faire. Puis on est tombé sur ce nom, Genius Loci, donc ça veut dire, en latin, c'est l'esprit du lieu. C'est ça que ça veut dire, parce que les Romains pensaient que derrière chaque lieu, il y avait une sorte de petite entité protectrice, un petit dieu en gros, qui protégeait le lieu. Puis on s'est dit, ça serait tellement cool d'avoir un système que tu as une médaille, tu es toi-même le protecteur du lieu, tu peux déposer dans cette médaille en fait tes secrets, tes anecdotes, ce que tu connais sur l'endroit, puis qu'en fait, ce soit les locaux qui deviennent les guides des lieux qu'ils aiment en fait. C'était un peu ça l'idée. Et puis voilà, puis on s'est arrêté sur ce nom et on a repéré geniusloci.com, on voulait le nom de domaine, c'était un vieil américain qui voulait pas le lâcher, il voulait pas nous le vendre, etc. Puis ça a duré de nouveau 3 ans, quoi. Entre le moment où on lui a demandé pour avoir le nom de domaine et de ça, et au final, au début d'année 2022, il a lâché, il a fait ouais c'est bon, prenez-le. Voilà. Donc il nous a vendu le nom de domaine. Puis là on s'est dit ok, all in, on y va. Et du coup en quelques mois, on a créé toute la plateforme digitale derrière pour rendre ça possible, mais surtout parce que nous, on est designers avant tout digitaux, on a dû créer un produit physique. Donc, c'est une médaille en inox brossée qu'on fabrique nous-mêmes, du coup. Donc, on a acheté des machines et tout ça. Et c'est trop cool parce que c'est un projet figital, à moitié physique, à moitié digital. Ouais. Et voilà, donc on a lancé très récemment de manière officielle. On a fait un Kickstarter, etc. On vient d'être, je ne sais pas comment on dit, accepté ou incubé à la FIT, donc la Fondation pour l'innovation technologique. On a eu un Digital Grant. Et puis, Scoop, mais hier soir, on a gagné le prix Genilem, Grand Prix Genilem 2022. Félicitations. Congrats. Donc hyper cool, parce que ça peut sembler être ça semble tellement simple, en fait, cette idée et ce produit, mais on s'est rendu compte que c'était hyper dur à exécuter et on pense qu'on a vraiment un truc... Mais comment ça va fonctionner? Du coup, c'est les gens... qui sont propriétaires d'un lieu ou qui connaissent un lieu extraordinaire qui vont prendre la plaque, la mettre et puis mettre leur secret dessus ou... Alors, ça, c'est dans le cas B2C, c'est que finalement, c'est le propriétaire, je sais pas, tu possèdes un manoir par exemple, tu as des choses à dire sur ce manoir, son histoire, les familles qui y ont vécu, etc. Tu peux acheter la médaille, elle coûte 55 francs. Tu la reçois à la maison et puis simplement tu scannes la médaille et puis du coup tu as accès à l'espace digital, tu vas y mettre tes textes, tes images, tes secrets, etc. Et tu vas installer la médaille sur ton portail. Ça c'est le cas facile. Mais notre business principal, en tout cas ce qu'on veut faire avec Genius Loci, c'est d'aller parler aux villes, c'est d'aller vendre non pas une médaille mais un stock de médailles, tout un parc de médailles aux villes. Et puis que soit ils pourront créer les contenus eux-mêmes s'ils le souhaitent, mais ce qu'on pense, enfin ce qu'on a vraiment découvert, c'est que les gens qui connaissent le plus sur les lieux, c'est pas la secrétaire communale de la ville, quoi. Ils n'ont pas le temps. C'est les passionnés d'histoire, d'architecture, etc. Donc l'idée, c'est que la ville va pouvoir donner les médailles aux bonnes personnes, leur donner des droits d'accès. Donc imagine, pour cette fontaine, ils vont donner accès à cet architecte parce qu'il connaît toute cette fontaine, il a fait un projet de restauration, j'en sais rien, et lui-même va pouvoir mettre du contenu, en gros. Donc c'est un peu crowdsourcer la création de contenu par les habitants, par les locaux. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un simple signe, un panneau touristique, ça coûte 2500 francs en moyenne. C'est extrêmement cher. Donc ce qui fait qu'une ville, ils vont peut-être valoriser le château de la ville, l'église, et puis 2 lieux, quoi. Et en fait, les vrais trésors, c'est les anecdotes derrière cette façade, cette maison, cette fontaine, cet arbre. Et c'est beaucoup plus riche, en fait. Puis tout ça, en fait, ce contenu, il existe. Il est soit dans des bouquins, il est des fois dans la tête des gens, mais ces gens qui vont des fois partir, on a des retraités qui sont en train d'écrire ce qu'ils connaissent sur Genius Loci. Et puis on veut conserver ce contenu et le rendre accessible contextuellement avec ces médailles, c'est ça dire. C'est un très très beau projet, mais moi j'ai une question, c'est est-ce que tu es allé en installer une dans ce village en ruine au milieu d'une forêt de Fribourg? Non, alors on n'y est pas. Ouais, bon, alors qu'est-ce que t'attends là? mais aussi, là tu m'as vraiment intrigué. Hein. C'est cool. Mais aussi, est-ce que je suis la bonne personne pour la mettre, tu vois? Parce qu'en vérité, c'est pas moi le Genius Loci de cet endroit. Il y a un mec, il y a évidemment des gens qui connaissent ce lieu par cœur, qui ont peut-être joué là-bas gamin, qui savent toute l'histoire de ce lieu. Et j'aimerais que ce soit cette personne qui la mette. Mais est-ce qu'il y a un côté... Parce que moi, en fait, comme tu le décris, ça me fait penser à Wikipédia. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait un usage potentiel où toi, tu vas mettre la plaque sans mettre de contenu
et quelqu'un qui sait la scan et puis rajoute le contenu? Alors, Ou- non, on a une notion de commentaires. Tu peux activer ou pas des commentaires. Typiquement, on imagine, tu peux avoir une médaille comme ça sur le sommet d'une montagne, par exemple, et puis tu pourrais juste accueillir les gens, bravo, vous avez vaincu le sommet, et puis les mecs, ils se prennent en selfie, ils écrivent un commentaire, et puis... Donc ça, c'est un use case. Mais non, vraiment, le contenu doit être créé par les gens qui connaissent quelque chose. Puis tu parles de Wikipédia, je pense que c'est hyper intéressant, parce que c'est évidemment une influence, hein, mais en fait, on veut pas être l'anti-Wikipédia, mais on veut être le Wikipédia des recalés. Enfin, je t'explique. Oui, explique-nous. En fait, moi, je suis fan de Wikipédia, Ouais. hein, vraiment, que ce soit très clair. Mais moi, j'ai essayé ces dernières années de contribuer du contenu sur Wikipédia. Parce que je suis un geek, puis j'aime ça, puis j'aime partager, etc. Et je pense que 90% de mon contenu a été refusé, car jugé inintéressant. Enfin, jugé pas apte à être sur une encyclopédie. Et c'est ça le truc. Wikipédia, c'est une encyclopédie. Donc en fait, une encyclopédie, c'est quoi? C'est le savoir de l'humanité, de ce qui est communément admis comme remarquable. C'est-à-dire, si tu es sur Wikipédia, tu es un général, tu es un serial killer, tu es un président, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Ou all of the above. Ouais, exactement. Exactement. En fait, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, quand tu mets une info sur Wikipédia, en gros, elle doit être sourcée. Donc, il faut qu'il y ait eu au moins 3 articles dans le New York Times ou Le Temps, ou j'en sais rien, avec des sources très précises ou des recherches universitaires qui t'autorisent à mettre ton contenu. Ce qui fait que la fontaine du village des Palinges ne pourra jamais être sur Wikipédia. Parce qu'en fait, elle a, ou peut-être si elle devient célèbre pour X raisons, mais elle n'est pas éligible à être sur Wikipédia. Il y a eu un exemple assez récemment, il y a eu une scientifique, il y avait sa page profil sur Wikipédia qui avait été créée, qui a été refusée pendant des années d'être publiée, comme quoi elle n'était pas assez célèbre, et elle a obtenu le prix Nobel. Elle a obtenu un prix Nobel, et du coup, en catastrophe, ils ont approuvé sa page. Mais non. Mais oui. Mais du coup, elle devait être quand même assez connue si elle était ne serait-ce qu'éligible pour le Ouais. prix Nobel. Mais bien sûr, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas toi qui juge, enfin comment dire, c'est pas la personne qui écrit en fait, même si tu sais que la personne elle est bien sûr éligible pour y être parce qu'elle a fait une contribution incroyable à l'humanité. Le problème c'est qu'il y a il y a des gens qui vont être des censeurs finalement sur l'encyclopédie. Et puis, mais ce que je comprends, hein, c'est normal qu'il y ait une modération, mais au final, une énorme partie des contenus de Wikipédia sont juste refusés car jugés pas assez intéressant pour y être ou pas assez encyclopédique. Puis nous, justement, je pense qu'on est beaucoup plus proche sur le ton de Quora, par exemple, où c'est des anecdotes, c'est des histoires, c'est des souvenirs, c'est des choses comme ça, qu'une encyclopédie. Et puis, et tant mieux, justement. Oui, il y a la place pour les deux, en fin de compte. Mais C'est complètement. ça. Et puis Wikipédia va pouvoir filer une partie du contenu, bien sûr. Enfin, il y a des choses à récupérer, mais on veut être plus dans l'émotion, je dirais. Mais est-ce que t'as pas un risque du coup qu'il y ait trop de contenu et parce que tu peux dire pour Wikipédia, oui, mais en faisant ce filtrage, tu t'assures que tout le contenu est relevant et que tu n'as pas juste des anecdotes et des gens qui font des pages sur eux-mêmes. Est-ce que là, tu pourrais pas avoir ce cas qui se produit? Bah, je dirais trop de contenu, ça c'est la rançon du succès. C'est un bon problème à avoir. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est accessible que contextuellement. Donc, tu n'as pas un site web où tu peux lire les contenus. C'est vraiment, tu dois être sur place. Ah, d'accord. Tu scannes la médaille et tu accèdes à ce contenu-là que quand tu es sur place. Donc, en fait, moi, je trouve trop cool d'avoir 10 pages de secrets sur le lieu exact où je suis parce que même si ça ne m'intéresserait pas 99% du temps, le 1% du temps parce que je suis là-bas. Puis aussi, c'est cool parce que les gens qui écrivent dessus déjà, ils ont compris le truc et ils écrivent de manière contextuelle. Ils disent tourne la tête à droite, regarde là-bas. En fait, le truc sur le mur, ça veut dire ça. Et c'est ça qui est tellement cool, quoi. C'est expérientiel. Mais c'est marrant parce que tu réponds du coup à une autre question que j'avais, c'est pourquoi le côté physique est si important et voilà pourquoi le côté physique est si important. Ouais, parce que l'utilisation de Genius Loci contribue à l'expérience du lieu, vécu dans le lieu. C'est exactement ça, c'est une mémoire collective du lieu en fait. Et puis, une chose aussi qu'on a découvert, il y a plusieurs projets qui sont allés un peu dans cette direction de tu as une carte, tu notes un point d'intérêt, puis tu notes ce que tu... Enfin, voilà. Mais c'est toujours des apps, parce que les gens sont toujours allés un peu de lazy way, quoi. Ils ont fait une app, et puis du coup, tu mets un point, voilà. Mais au final, alors, c'est peut-être cool pour les gens qui écrivent des contenus, parce qu'ils téléchargent l'app, ils mettent le truc. C'est facile, c'est pas comme ici, il faut aller mettre une plaque, la visser, puis demander l'autorisation. Mais pour les visiteurs,
bah, tu dois installer l'app, quoi. Donc je vois typiquement la plupart des villes, elles ont des parcours touristiques, mais qui c'est qui va télécharger l'app de la commune de Romanel pour aller faire le parcours? Enfin, personne va le faire en fait. Alors que là, c'est immédiatement visible au bon endroit. Tu scannes, t'as pas d'app à installer, immédiatement tu accèdes au contenu. Ouais, c'est ça le truc. Génial, on se réjouit d'en trouver un peu partout de ces petites ouais, c'est un peu le but. Ouais. Ce qui me plaît, c'est que ça va à l'encontre du metaverse et de la réalité virtuelle. Là, c'est de la réalité réelle. mais c'est ça. En fait, moi, je suis étonné par cet engouement. Enfin, donc, je sais pas. En tout cas, ce délire sur le metaverse, parce que je me dis, mais il y a tellement, enfin, c'est tellement plus cool de. Et puis, c'est aussi ça. Je pense avec le réchauffement climatique, les gens vont voyager beaucoup moins loin dans le futur. On va pas aller à Bali pour les vacances ou comme ça. Mais ça. Tu peux voyager de manière beaucoup plus locale, mais beaucoup plus en profondeur, parce que tu découvres un lieu qui était insignifiant, puis du coup, tu découvres ce qui se cache derrière, tu apprends ces histoires, et c'est méga cool, quoi. Tu visites une ville comme ça de manière beaucoup plus profonde. Puis aussi, on a une fonctionnalité, c'est pas fou, mais sur place, c'est tellement bien, c'est la traduction. Donc tu peux avoir quelqu'un qui écrit un peu avec ses mots en bon vaudois, tu vois ce que je veux dire, l'histoire de ses ancêtres, puis en fait, tu peux le traduire en 2 clics en chinois, quoi. Ce qui fait qu'un Chinois de passage pourrait apprendre la légende locale écrite par quelqu'un du coin. Ça, c'est quand même très cool, je trouve. Génial. Mais du coup, c'est un projet qui... vous faites toujours Design Sprint. C'est un projet en parallèle. Bien sûr. D'ailleurs, engagez-nous pour faire des Design Sprint. Hein. Vous avez compris? Non. Mais c'est quoi le futur de Genius Lucky? Alors, ouais, en fait, donc le truc, c'est un projet qui se combine bien avec Design Sprint pour plein de raisons. Design Sprint, nous, on a ce kiff, mais aussi cette frustration de chaque semaine, tu changes de client, tu changes de projet, mais après, tu abandonnes le projet. C'est-à-dire que tu l'as mis sur orbite, tu as fait ce kick initial, mais après, nous, on disparaît, puis c'est repris par l'équipe, etc. Alors, il y a des équipes excellentes comme Swissquote qui exécutent le truc 1 an après, l'appel est sorti et ça cartonne. Mais il y a des fois des projets où tu te dis... ils n'ont juste pas pu l'exécuter ou pas pu exécuter assez vite ou comme nous on aurait voulu, etc. Et puis, on a un autre problème, c'est que vu qu'on travaille dans l'innovation, c'est toujours hyper sensible, secret, on ne peut pas trop en parler. Et nous, on a aussi besoin de montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et du coup, on a toujours eu l'envie d'avoir notre propre produit et notre propre projet. Donc, on pourra peut-être en parler, mais on a fait iToday aussi, qui était une conférence, etc. Et puis, finalement, on a réfléchi, c'était quoi notre meilleure idée de ces 8 dernières années? C'était Genius Lucky, puis on était, mais go, on fait ça. Surtout, ça se complète bien parce que dans Design Sprint, il y a des périodes de vacances, typiquement vacances scolaires, vacances d'été, etc., où tu ne peux pas faire de workshop, les gens ne sont pas là. Donc, c'est compliqué quand tu es indépendant. Tu sais, c'est quand même des moments de creux dans l'année qu'il faut absorber. Puis là, justement, on peut mettre le boost sur Genius Lucky dans ces moments-là, en fait. Donc, on va en fait pousser ces 2 projets conjointement. Alors, pour l'instant, clairement, Design Sprint, c'est ce qui nous fait vivre et puis c'est ce qu'on aime faire. Hein. Puis aussi, physiquement, le Design Sprint, c'est tellement intense, une semaine, que j'ai besoin d'1 ou 2 semaines de battement entre 2 sprints. Donc, puis Genius Lucky, c'est un produit un peu au long cours, etc., qu'on pousse. Donc, pour l'instant, les 2 se combinent très bien. Puis après, si ce truc-là, il explose, il faudra qu'on apprenne à déléguer, il faudra qu'on staffe, il faudra qu'on engage, etc. Mais c'est beaucoup plus facile d'engager des gens pour Genius Lucky ou de déléguer ces tâches-là de production de médailles, de gestion de la communauté, de marketing et tout ça, que le Design Sprint. Le Design Sprint, c'est hyper spécifique, c'est du consulting, t'es sur place avec les gens, alors que là, c'est un produit finalement. Donc, Genius Lucky peut scaler facilement, Design Sprint un peu moins facilement aussi. Ah, ça dépend. Vous avez besoin d'être là. On doit être physiquement là. C'est ça qu'on vend finalement. C'est notre présence. Alors que Genius Lucky, puis aussi un côté très international de Genius Lucky. Potentiellement, ces médailles elles peuvent être mises dans le monde entier. Ce sera des explications en chinois qui seront traduites en français dans peu de temps, j'espère. Ça serait cool à part ça serait hyper cool. Écoute, on espère qu'on en verra plein. Est-ce que tu as quelques ressources à nous conseiller pour un peu en apprendre sur ton travail ou est-ce qu'on trouve des infos sur Design Sprint? Comment est-ce qu'on vous engage? Comment on nous engage? Je pense le meilleur moyen de me suivre, c'est LinkedIn. C'est un peu là où je suis. C'est un peu le réseau social des cools. Non, je rigole. Pas du tout. Tous les gens les plus cools sont sur LinkedIn. Gen Z. Non, mais c'est vrai que c'est quand même là où je suis, je pense, le plus. Et puis, où justement, c'est un peu pêle-mêle.
Je vais parler de Design Sprints, je parle de Genius Lucky. On va aussi de plus en plus montrer les coulisses de Genius Lucky, comment on développe ce produit, etc. Donc, puis comment tout ça en fait fait sens, comment on utilise nos méthodes d'innovation pour nous-mêmes et tout ça. Et puis après, rentrer en contact, tu vas sur mon site designsprint.com, design-sprint.com. Ouais. Et puis le lien sera dans la description. Le lien, merci. Puis Genius Lucky, c'est geniuslucky.com, tout collé. Ok. Donc voilà, c'est ça pour les projets. Puis on a encore à côté i2Day, Innovation Today, qui était une conférence physique justement qu'on a faite en plein Covid. C'était une folie, mais on l'a faite. Et puis voilà, puis là on fait régulièrement des i2Day apéros qui sont une sorte de podcast en live, etc. Apéro, donc aussi si vous voulez suivre un peu plus au niveau innovation, faire un peu partie de la communauté, c'est i2day.ch. Génial. Voilà. Tous les liens seront dans la description. Top. En tout Stéphane. cas, moi j'ai 2 key takeaways. C'est un nouveau mot, Figital. Figital. Voilà. Digital, oui. Voilà. Alors, j'ai pas inventé, Abusez-en, mais- il est parfait. Et l'existence d'un village en ruine au milieu d'une forêt Mais oui, mais Fribourg. ça, on veut, Mais tu vas nous donner les coordonnées exactes après le podcast. Alors, je connais la région, mais vraiment, j'aurais de la peine à le retrouver. Alors tu nous accompagneras, on s'en fout. Oui, Voilà, merci beaucoup. Stéphane. C'était ouais, top. grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Pour l'invite. Facile. C'est cool, mais sympa, vraiment cool quoi. Ouais. Bah merci, c'était vraiment top. Ouais. Non, mais t'inquiète.